peut-être la Mercedes la plus emblématique de toutes. Il faut dire que cette 190, ça a été une véritable petite révolution chez Mercedes qui, pour la première fois, baissait, entre guillemets, en termes de gamme, en termes de taille, mais pas du tout niveau standing, parce que cette voiture, ce qui aura fait sa réputation, son aura, c'est sa qualité juste exceptionnelle et aussi sa longévité. Cette petite Mercedes 190D 2 litres 72 chevaux, attention, elle a tout de même 908 000, bientôt 909 000 km. C'est un truc de malade, franchement, j'en reviens pas. C'est la première fois que j'essaie une voiture avec autant de kilomètres. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, notamment sur la route. On va regarder plus en détail ce moteur, parce que là quand même, je vous avoue être un petit peu intrigué. Ah, la tirette, ça c'est synonyme de luxe, vous voyez, les petits détails qui nous plaisent. Putain, ce capot, cette calandre incroyable. Première chose, on a droit à un vérin, et ça fait plaisir, bien évidemment. Moi je suis, vous savez, j'adore les coffres et les vérins, donc premier bon point, ça c'est ok. Mais bon, là aujourd'hui, j'aurais presque pu faire une entourloupe parce que donc cette voiture a plus de 900 000 km. Vous allez l'entendre, je pense, de façon assez récurrente dans la vidéo parce que je trouve ça complètement taré. Le propriétaire est un grand fou. Il faut dire aussi qu'elle appartient à sa famille depuis 1997 et donc ils l'ont acheté à plus de 200 000 km. Puis à 200 000, normalement, la plupart des gens l'amènent à la casse. Mais eux, ils ont fait plus de 700 000 km avec. J'arrive pas à me rendre compte de ce que je dis, mais c'est pas grave, c'est la vérité. Comme je vous l'ai dit, c'est un 2 litres atmosphérique, 72 chevaux. D'ailleurs, j'ai relu un petit peu la presse de l'époque et ils conseillaient pas du tout ce moteur parce qu'il faut dire que sous le capot d'une berline un petit peu luxueuse allemande, ça se tradait un petit peu. Surtout que la voiture fait 1180 kg, ce qui est quand même pas rien. Ça nous donne des performances pas ouf avec un 0 à 100 atteint en 16,5 secondes. Autant vous dire que mon Peugeot 1007 qui rame comme je sais pas quoi, il le bat. Et la vitesse maxi, 160 km/h. Mon Peugeot 1007 va plus vite aussi, 173 exactement pour lui. C'est pas un foudre de guerre en termes de puissance, mais encore une fois, c'est assez marrant de regarder les avis de l'époque et de comparer ensuite plus tard. J'ai le souvenir assez heureux de voir la presse vraiment enthousiaste devant le nouveau THP de chez Peugeot Citroën. Il l'a encensé notamment sous le capot de la DS3 que j'ai conseillé à mon grand-père d'acheter, qu'il a acheté et il a eu monts et merveilles de soucis. Donc les avis à chaud c'est bien, puis ensuite c'est pas mal aussi de voir sur la durée. C'était la petite parenthèse. Cette version, elle a été un poil optimisée, la pompe à éjection a été changée, remplacée par quelque chose d'un petit peu plus performant et il y a eu quelques menus réglages moteur. Rien de fou, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste histoire de la rendre plus praticable en daily parce que oui, ce véhicule est un daily encore aujourd'hui et ça me fait tellement plaisir. Et donc ça nous donne une puissance autour de 90 chevaux. On va voir ce que ça donne, ça reste quand même tranquillou bilou, surtout que c'est un Atmo à l'ancienne, hein. Cette voiture date de 1990. Quand je vois toutes ces normes là, tout ce qu'on essaye de nous imposer avec toutes ces voitures qui partent à la casse avec si peu de kilomètres. Anne Hidalgo, si tu nous regardes, ça c'est peut-être une des voitures les plus écologiques de France. Vous avez vu, le capot ne s'ouvrait pas complètement, même si c'était déjà pas mal. En réalité, il suffit juste de faire un mini bidouillage et là, pour travailler sur le moteur, c'est mieux. D'ailleurs, ça fait plaisir de voir des moteurs où tout reste malgré tout assez accessible. Cette voiture est une légende. Vous me direz si vous trouvez qu'il y a une Mercedes plus emblématique, mais pour moi, c'est vraiment celle-ci. Pourtant, c'était pas un pari gagné d'avance parce que Mercedes, jusqu'aux années 70, fin 70, début 80, c'était vraiment réputé pour ces grosses berlines très luxueuses ou alors des sportives vraiment assez élitistes. Mercedes n'allait quand même pas faire une voiture du peuple, ça c'était réservé à ces gueux de Volkswagen. Est-ce que vraiment il fallait s'intéresser à ça? Le souci c'est qu'en 1975, il y a une certaine BMW série 3 E21 qui va sortir et elle va rencontrer quand même un sacré succès quoi. Comme quoi, le fait de faire des versions plus petites, finalement ça plaît et ça ne détruit pas l'image de marque. C'est pour ça que Mercedes va dès 1977 penser quand même à rivaliser à cette BM parce que bon, c'est ennuyant quand même de laisser BM tout seul sur un marché. Alors bon, regardez encore aujourd'hui, hein, le marché de monospace, il y a deux zouaves qui sont encore dessus, c'est BM et Mercedes. Comme quoi, hein, ils se lâchent jamais ceux-là. Dès 77, Mercedes va nous sortir une espèce de prototype que on va qualifier de... Comment on peut le qualifier? Je vous laisserai juger par vous-même, mais à titre personnel, je trouve ça sacrément vilain. Hein. Heureusement, la version définitive sortira en 1982 et vous l'avez vu, c'est un coup de crayon juste magnifique, vraiment
un emblème de cette période, au même titre que la BMW série 3 E30 qui sortira la même année. Si ça, c'est pas un choc des titans, pour moi, c'est vraiment les deux berlines phares de cette période. 790 gagnera ses lettres de noblesse grâce à sa qualité de fabrication irréprochable, la solidité, la qualité de ses moteurs, et puis aussi son look vraiment emblématique. C'est pas tout, parce qu'en plus, il y a eu des versions sportives. Je pense à la rarissime version AMG, oui, AMG, mais surtout au Evo 1 et la fabuleuse Evo 2, qu'un certain youtubeur bordelais que je salue ici, Mathias, si tu nous regardes, lui il essaye de faire vraiment quelque chose de très carré sur sa 190. Donc si jamais cette voiture vous intéresse, n'hésitez pas à vous pencher sur lui, ce qu'il fait, parce que franchement c'est vraiment pas mal. Au final, cette voiture sera commercialisée de 1982 à 1993 avec quasiment 2 millions d'exemplaires de vendus et aura gagné vraiment son statut de véhicule culte, parce que les versions qui vont les remplacer, j'ai essayé la W202 il n'y a pas si longtemps que ça au même endroit. Certes, ce sont d'excellentes voitures, mais elles n'auront jamais l'image qu'a celle-ci, parce que celle-ci, c'est un mythe, c'est comme ça, c'est ancré dans une époque, ça vous pouvez rien y faire. Le design de cette Mercedes 190, j'aime beaucoup, le genre de trucs vraiment qui me font plaisir. Vous voyez ces feux arrière là striés, qui sont vraiment typiques des Mercedes de cette époque-là. En fait, c'est pas juste pour le style. La vérité, c'est que si par exemple vous passez dans un chemin boueux, eh bien ici ça va prendre la boue. Par contre ici ça restera lisible. Voilà, ça c'est le genre de petits détails que j'adore. Cette voiture d'origine n'a pas ses pare-chocs avant-arrière ni cet aileron. Ça a été rajouté il y a fort longtemps, en 97. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés. Ça permet au véhicule de donner un look plus agressif sans tomber dans le kéké tuning de base. Non, franchement là c'est assez clean. Donc diesel, hein, là c'est la fierté du diesel. D'ailleurs c'est quand même assez marrant de se dire que dans les années 90, vraiment avoir un véhicule diesel c'était quelque chose presque d'admirable. Vous pouvez voir aussi que les jantes ne sont pas d'origine, mais elles sont vraiment très sympas pour le coup. On a une caisse vraiment très équilibrée. Et moi ce que j'aime bien, c'est que je trouve que niveau proportion, elle est vraiment impeccable. Elle est ni trop grande ni trop petite, elle fait 4,45 m. Cette voiture a été designée par Bruno Sacco. Sa première véritable œuvre, c'est donc celle-ci. Voilà, il restera au design Mercedes jusqu'à 1999. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il a dit qu'il regrettait le design de la W140. C'est la voiture d'un certain Sylvain de chez Villebrequin, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, c'est l'ancienne voiture. Maintenant, ils ont step up les petits. Ça, c'est Mercedes. Voilà, quand on pense à Mercedes, pour moi, on pense à ça. C'est-à-dire des phares complètement rectangulaires, du orange parce qu'on est dans les années 80, faut pas déconner. Le viseur pour bien viser, attention, très joli d'ailleurs, il brille de mille feux. Cette calandre juste énorme, presque caricaturale quand même. C'est vrai qu'à l'époque on faisait plutôt des choses assez fines. Là c'est quand même assez brut, mais malgré tout je trouve que cette voiture a une espèce d'élégance dans le design. Certes ça c'est quand même assez balèze. Pour le coup je trouve que ça s'intègre vraiment très bien, que ce soit avec le capot. Ça donne une prestance au véhicule. Regardez bien la voiture là de face. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Bah si, les rétroviseurs sont asymétriques. Côté conducteur, c'est fin et long. Et là, c'est plus vertical et plus court. Non mais c'est énorme. Ça, c'est vraiment le genre de détail qu'on adore. Et enfin, le dernier point qui nous fait plaisir. Alors, c'est impressionnant, hein? Et puis là, on arrive vers les étoiles, hein. Sublime. On va voir le coffre parce que bon, c'est bien d'avoir une berline. J'espère qu'il y a un grand coffre. Bon alors, c'est une sacrée malle, 410 litres, c'est acceptable. Par contre, ce qui est inacceptable, c'est ce seuil de chargement complètement maboule. Ça n'a aucun sens, hein. Vraiment de devoir faire ça, ça va pas du tout. La revue Mercedes de l'époque, ça c'est cool. En route vers les années 90 avec la technologie diesel de Mercedes-Benz. Parce que le diesel dans les années 90, c'était le futur. Eh oui, je vous le dis les atmophiles, elle est belle, hein. Ce qui est aussi sympa, c'est ce triangle germanique, c'est un triangle allemand, attention. Et puis donc le 90 qui correspond en fait au A de la génération d'avant, donc de nos parents. On va dire au moins 45 ans, voilà, vous vexez pas, hein, c'est à peu près. Nous on a eu des A après, écoutez, c'est comme ça. Après ce qui est pas mal, c'est que l'ouverture est quand même sacrément carrée. Je vous dis vraiment le souci c'est ça. Vous voyez, je fais... Oh, c'est ça qui est un peu compliqué quoi. L'ouverture à 90, c'était pas une option chez Mercedes, ça n'existait pas. Bon, alors que dire? Là encore, on a optimisé parce que ce côté, le conducteur a encore plus reculé. 4 personnes, ça va. Alors attendez. Voilà, je parlais comme ça sera encore mieux. Ah, les vitres elles descendent très bien, par contre elles sont manivelles. La banquette est moelleuse et un petit peu ferme, mais ça va.
Là, on a vraiment des trucs pour s'accrocher. Ça, on sait que cette voiture, potentiellement, elle peut envoyer quand même du steak. Ici, on a une espèce de faux bois à l'arrière avec une espèce de faux chrome. Sinon, il y a un énorme tunnel de transmission qui prive quasiment d'avoir une 5e place. Ça, on va pas se le cacher. Hein. Tu peux pas être à 5. C'est très compliqué, je pense. 3 enfants à l'arrière, pourquoi pas? Avec 2 enfants et un adulte. C'est un peu décevant. Bah oui, c'est un peu décevant. La voiture fait quand même 4,45 m. On est en droit d'attendre minimum plus. Je pense que c'est quand même une des berlines de l'époque les moins habitables. C'en est assez déstabilisant. Comme dirait son propriétaire, il faut la voir comme un 2+2 avec un look sympa. Je tiens véritablement à remercier mon atmophile du jour qui a en plus fait des kilomètres alors que cette voiture elle en a beaucoup quand même pour venir me la présenter ici à Bordeaux. Donc si vous souhaitez lui poser des questions, parce que franchement cette voiture elle est quand même assez intrigante, il y a son Instagram ici, Polo Benzine W201, Polo Benzine W201, n'hésitez pas, c'est un ange. Et en plus, je vous le dis, il va faire le million. Donc si vous voulez suivre cette aventure, vous avez son Insta. J'ai un petit peu critiqué les places arrière, un petit peu critiqué le coffre. Par contre, là je dois vous assurer que c'est trop bien. On est dans un cocon. Regardez-moi ces sièges qui n'ont pas vieilli. Cette planche de bord, c'est un truc de malade. Parce que oui, il faut que vous le sachiez, elle a plus de 900 000 putains de kilomètres. C'est incroyable. 908 806. En plus, notre atmophile vient d'un petit peu loin. Elle va passer les 909 000 dans très peu de temps. D'ailleurs, il m'a dit qu'il me tenait au courant quand elle passera le million, parce qu'elle va passer le million, c'est une évidence, cette voiture, c'est juste un truc de malade. On a quelque chose de très lisible, très limpide. On va continuer sur cet habitacle, ma foi, fabuleux, avec ce volant. Bon, c'est pas un volant d'origine. Les puristes, soyez pas chiants, soyez cool, c'est des modifications sympas. On est hyper bien installé, réellement. Cette planche de bord, le propriétaire a fait quelques modifications. En fait, de base, il n'y avait que ça qui était en bois, vous voyez. Et donc il a ajouté du bois ici, 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 ici. Et ça nous permet d'avoir quand même quelque chose de moins sombre parce que on peut dire une chose, c'est que cet habitacle est d'une qualité assez incroyable. La voiture a 33 ans, 900 000 km et rien ne bouge. Et apparemment rien ne vibre. Donc on va voir ça dans pas longtemps. Et franchement, je trouve ça ahurissant. Le seul souci, entre guillemets, c'est que c'était un peu triste. Les Germaniques, on les connaît, ils sont comme ça, quoi. Sinon, ça aussi, ça a été changé. Mais bon, un poste de radio, c'est quand même pratique d'avoir le Bluetooth, tout ça. Moi, je peux comprendre. Le standard, bien évidemment. Là, on a droit à un bon vide-poche. La boîte, 5 vitesses, optionnelle. Parce qu'à l'époque, de base, c'était 4 vitesses. Ça devait être quelque chose. Donc là, on a 5 vitesses, c'est cool. On a les vitres électriques. La boîte à gants. Bon, si on peut mettre des gobelets, ça me plaît. On peut fermer la boîte à gants à clé aussi, ça c'est pratique. Vous voyez par exemple le genre de détail qu'on adore. Ici ça nous rappelle qu'il faut bien attacher sa ceinture. Le ciel de toit aussi est dans un état exceptionnel. C'est un ciel de toit cousu. Ça fait une différence avec BM hein, parce que ceux qui ont eu des BM de cette époque là, je pense qu'ils vous le diront. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Là on a le frein à main pour drifter. Parce que quand même, je tiens à rappeler que c'est une propulsion. Ça tombe bien qu'on parle de ça parce que la conduite, c'est maintenant. C'est ce qu'on appelle un démarrage au quart de tour. Plus de 900 000 km et là c'est parti, en voiture Simone. C'est plutôt un modèle de fin de génération. Hein. Sa remplaçante, la première vraie classe C, arrivera en 93. Alors, on va remonter les vitres peut-être un poil, histoire qu'ils ne prenne pas trop le vent. Ce modèle, c'est pas forcément un haut de gamme. On a déjà la direction assistée, les vitres électriques. L'intérieur présente vraiment bien. J'aime beaucoup aussi la position de conduite. On est assez allongé. C'est une position assez sport. Son propriétaire qui fait majoritairement des routes assez tranquilles, il est en dessous de 5 litres. C'est vrai que ça vibre pas pour l'instant. Sur des Mercedes d'aujourd'hui, la qualité de fabrication elle est toujours quand même sacrément bien. Le souci c'est que comme il y a des écrans partout, je suis pas sûr de la même longévité, on va dire. Donc là ça part, putain c'est un bateau. La boîte est assez courte, donc vous voyez là ouais, à 70 faut être déjà en 4 quoi, parce que sinon ça devient rapidement compliqué. Sinon elle tire même pas sur les côtés ou quoi. Le klaxon marche pas, ça peut être dangereux en vrai. Elle derrière elle nous voit pas, est-ce qu'elle nous a vu? Si elle nous a vu. Parce que c'est une Opel en plus et vous savez qu'il faut toujours s'en méfier. Ça je vous le dis souvent. Et elle a failli nous rentrer dans le cul. Maintenant on va voir un petit peu si ça marche. Oula, la zone rouge est atteinte assez rapidement. En vrai, c'est pas mal. Le moteur est excessivement coupleux aussi, il faut le dire. La direction est assez précise. On a 4 roues indépendantes.
On est sur une propulsion, train arrière 5 bras. Allez, on va essayer un peu de voir ce qu'elle a dans le ventre. On prend pas un coup de pied, mais ça pousse quand même de façon vraiment convenable. Les freins, franchement, ça va. On pourrait croire que c'est une voiture beaucoup plus récente. Même là-dessus, alors que bon, c'est vraiment entre guillemets le basique diesel, on a déjà un bon feeling. Hein. On va voir un peu ce que ça vaut en rond-point. Ça tient. Ça tient. Non, ça tient. Ah ouais, ça tient. Ouais. La W202, j'étais pas hyper fan de son look, mais elle m'avait quand même globalement bien convaincu. Bah ici, j'ai limite mieux en fait, parce que j'aime beaucoup le look pour le coup, qui est vraiment un look typique. Et à conduire, ça reste trop cool. Puis quand je me dis qu'on peut faire 900 000 bornes avec, c'est tentant. La Mercedes 190, je comprends pourquoi c'est un mythe. Vous savez, il y a certaines voitures que je trouve un petit peu surcotées. Coucou la Peugeot 205, notamment dans sa version GTI, que je trouve surcotée à balle. Pour le coup, celle-ci, je comprends vraiment l'engouement qu'elle a eu parce qu'elle a une qualité, même un feeling de conduite vraiment très agréable. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une BM ni une Alpha. Attention quand même, j'ai mes limites, mais on s'en rapproche et c'est vraiment très intéressant. Pour le coup, là où je peux dire qu'elle les dépasse, ces deux marques assez largement, c'est sur la qualité globale. Hein. Venez m'apporter vos BM ou vos Alpha qui ont plus de 900 000 km, peut-être je dirais le contraire. Mais franchement, je suis pas sûr. Je pense que j'ai plus de chances de trouver une autre Mercedes dans cet état que des BM ou Alpha, à mon grand désarroi, parce que vous savez que je préfère ces marques, mais c'est comme ça. Donc oui, je vous conseille complètement d'acheter cette voiture dans une optique de collection, peut-être plus partir sur une essence. Voilà, il y a du petit 6 cylindres, hein. Je ne parle pas des Evo 1, Evo 2, AMG, ça c'est complètement mort, ça vaut beaucoup trop cher. Mais des versions 6 cylindres ou même des versions essence, la classique, en vrai j'ai envie de vous dire, si vous voulez un daily c'est très cool, ça fera complètement le boulot, ça consommera forcément plus qu'un diesel mais sans être non plus complètement outrancier. Et surtout le très bon avantage qu'a cette version, c'est que ça coûte pas si cher que ça. J'ai vu des jolis modèles, sans parler de trucs complètement exclusifs, qui étaient autour de 5 000 €. Vous prenez une 30 comparable, on peut multiplier le prix, hein. Je vous laisserai dire jusqu'à combien vous le multipliez, mais malheureusement ça n'a rien à voir, c'est beaucoup trop cher je pense maintenant, même si j'adore cette voiture. Là ici pour le coup je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant. C'est peut-être le symbole de l'âge d'or de chez Mercedes. Je ne sais pas s'ils ont réussi après cette voiture à nous sortir une telle masterclass. Vous l'aurez compris, quasiment tout est réussi dans cette voiture. Les petits défauts on les a vus, une habitabilité un petit peu limite, un coffre pareil qui aurait pu être un petit peu plus optimisé. Mais globalement, on a quand même vraiment du très grand Mendes. D'ailleurs, c'est vrai que Mercedes, suite à ça, les classes C, globalement, elles auront été réussies, mais jamais elles n'auront atteint l'aura de celle-ci. Je pense aussi à la fin des années 90, avec la classe A qui a vraiment entaché un petit peu l'image de Mercedes. Je pense vraiment que l'âge d'or a été atteint avec ce modèle. Il n'y a pas longtemps, ils étaient pas loin de retrouver un espèce d'âge d'or parce qu'ils sont vraiment revenus d'assez loin. Les années 2000 aussi, c'était compliqué. Mais le milieu des années 2010, ils ont réussi à quand même nous sortir quelques petites masterclass. Après, en termes de fiabilité, je pense que jamais on pourra égaler ce genre d'automobile, tout simplement parce que la technologie avance, ça a du positif mais ça a aussi du négatif, et l'obsolescence bien plus rapide de nos voitures modernes, ça c'est une évidence, à moins que l'électrique n'arrive à régler tout ça. Mais je n'en suis pas si sûr. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Mercedes 190? Est-ce que pour vous c'est le mythe ultime de chez Mercedes? Dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires, je vous lirai, répondrai comme à mon habitude. D'ailleurs, vous pouvez directement me soutenir depuis ce même espace. Un immense merci à tous ceux qui le font. Le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.